Bonjour à tous, voici la vidéo promise sur la correction du TP sur le TP capteur Astier. Donc on va commencer. Vous avez à l'écran donc une application par défaut ouverte en FXML avec Gradle. Donc comme d'habitude, les modifs à faire sont les suivantes. Le dimensionnement, vous ne le laissez pas faire dans l'application, le fera dans le contrôleur. Et deuxièmement, on va aller directement dans le contrôleur. On va supprimer ce qui ne nous intéresse pas en termes de graphisme et on va le faire implémenter de l'interface initializable. Il va donc me demander de compléter la méthode initializable. Évidemment, je le laisse faire. On va donc directement aller maintenant modifier dans ressources l'interface graphique. Donc l'interface graphique qu'on a à l'heure actuelle, c'est l'interface graphique par défaut. Je vous propose donc de la modifier de la manière suivante, de mettre ici, au lieu d'un vertical box, c'est-à-dire une organisation des nœuds graphiques verticales, de mettre un constraint layer. Et donc c'est les anchor points. Donc voilà, on va donc le dimensionner directement ici. Je supprime ce nœud graphique qui était un nœud de type bouton, le nœud label aussi, et ce nœud ici. Je vais donc avoir besoin pour cette correction d'un nœud de type graphique. Donc je vais dans Chart, dont il y a les différents graphiques qui sont utilisables. Nous on prend Line Chart. Donc Line Chart, ici, flip to parent. Si je fais flip to parent, il va automatiquement occuper l'espace du nœud parent qu'est l'anchor point. Donc c'est ce qu'il vient de faire ici. Je vais à ce graphique lui donner un FXID puisque je vais avoir besoin de l'utiliser dans le code. Hop. Donc je regarde ce que je vous avais donné dans notre cahier des charges. Donc on avait appelé tout simplement line chart. Ce nœud graphique est composé de deux nœuds enfants, un nœud ici de type numérique, donc je vais l'appeler l'axe des Y dans les FXID. Et un nœud de type catégorie, c'est-à-dire chaîne de caractères que je vais appeler ici X-axis. Vous voyez que j'aurais pu aussi, dans les propriétés, lui donner le nom. Et ici, on aurait mis graphique, on aurait mis temp égale fonction de la durée. On va rajouter un S. Donc c'est température. Donc on va mettre T, fonction de la durée. Donc vous voyez que ça apparaît ici. Donc une fois qu'on en est là, on en a assez pour la partie graphique. Donc je vais dans mon XML. Donc vous voyez qu'il a mis les deux axes. Il a bien mis ici un axe en catégorie, c'est-à-dire en string, et un axe en number. Tout ça dans un nœud parent line chart. Line chart a un nœud enfant ici et un second ici. Je vérifie bien que j'ai le le contrôleur est bien référencé. Vous voyez que c'est la bonne valeur. Le contrôleur, il est ici, c'est le même. Donc si je lance, si j'exécute mon application, tout devrait bien se passer.
Donc ça, c'est la première partie, c'est juste l'intégration du graphique. On a dit que ce système devait pouvoir communiquer par liaison série avec une cible que je vous ai donnée. Donc les postulats, c'est d'exécuter la cible. Donc la cible, vous la trouvez dans votre documentation, dans votre ressource du TP. C'est le capteur qui est ici. Mais bien évidemment, avant d'avoir utilisé, avant d'avoir utilisé ce capteur, il va falloir qu'avec Virtual VSPE, vous ayez émulé le COM10. Donc ceci est fait. Donc nous, tout va bien. Le premier postulat est respecté. Deuxième contrainte, on va travailler avec une classe pour communiquer avec ce capteur que je vous ai donné, qui est la classe Big Endian. Donc ce que je vous propose, c'est ici de faire un nouveau dossier, un package, excusez-moi, qui va être un dossier helper dans lequel vous allez mettre toutes les classes web que je vous ai déjà données. La première, c'est la classe Big Endian qui permet de transformer un tableau d'octets en un flottant ou un flottant en tableau de 4 octets. La deuxième ressource que je vous ai donnée, c'est la ressource liaison série qui est la classe qui permet d'accéder au protocole série. Vous voyez qu'elle est en erreur parce que cette source liaison série implémente une liaison série de bas niveau qu'il va falloir aller donner en ressources via le Gradle. Donc dans Build Gradle, on doit mettre les dépendances qui me permettent d'aller chercher les éléments de liaison série. Donc ces dépendances, vous les avez dans votre texte du TP. Donc je vais faire juste un copier-coller des dépendances. Donc elles sont là. GSCC en lui-même et deux dépendances qui vont aider GSCC à fonctionner proprement, qui ne sont pas obligatoires mais qui sont fortement conseillées. Une fois que vous avez modifié les implémentes, on n'oublie pas de resynchroniser le projet. À ce moment-là, la classe liaison série, une fois qu'on aura synchronisé, hein, donc je vais forcer la synchro, elle n'a pas l'air de s'être faite. C'est tout bon là, on s'y retourne. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, vous voyez qu'ici il y a un fichier module, ce fichier documente tous les éléments qu'on doit avoir à l'extérieur. Donc ici, bien évidemment, il va vous demander ici d'ajouter, vous voyez, Require GSSC dans le module qui est ici. Donc vous le validez. Et là maintenant, vous voyez, il a mis un Require GSSC. C'est juste un module qui permet, avant de lancer la compilation, de contrôler que toutes les librairies externes sont bien présentes. Donc c'est Require GSSC. Donc là, tout est bon. On a donc intégré la ressource que je vous avais donnée en conversion Big Endian et la classe liaison série. Donc nous devons faire maintenant notre classe interface entre liaison série et contrôleur. Donc cette classe, elle doit tenir compte des caractéristiques du capteur de température. Donc on va l'appeler, on ne va pas le mettre dans helper, et on va l'appeler capteur de température. Donc cette classe capteur de température va hériter de liaison série. Donc pour la faire hériter, c'est extend et elle hérite donc de liaison série.
L'import s'est mis automatiquement puisqu'on n'est pas dans le même package. Ensuite, la doc nous avait dit que la vitesse de transmission c'était 9600 mots. Donc je vais déclarer des variables qui vont être des variables pour configurer le protocole de communication adapté au capteur de température s'appuyant sur un héritage de liaison série. Donc, liaison finale, int, je vais l'appeler vitesse en respectant les normes et je lui donne le débit. Donc je vais configurer comme ça les 4 éléments du protocole. Donc les voici. Le nombre de bits c'est 8 bits, pas de parité, nombre de stop et tout en private puisque ces variables n'ont pas besoin d'être vues à l'extérieur de cette classe et final parce que ce sont des constantes. Maintenant, nous avons vu que ce capteur de température était capable de travailler soit en répondant à une question qui était CGO-CR ou I3E-CR. Nous, on va travailler avec l'I3E. Donc, pour ce faire, je vais faire une constante qui sera la requête que va émettre mon code au capteur qui sera I3E-CR. Donc, j'écris un tableau de bytes constant. Qui va être les caractères de start si on pose une question en format I3E. Et là, une fois que j'ai déclaré ma variable, je l'initialise en même temps. Donc pour initialiser les variables, c'est entre accolade et je lui donne les différents paramètres. Donc je vais donner le code ASCII de I majuscule, E majuscule. Le code ASCII de I majuscule en hexa. Donc pour préciser que c'est l'aiglage, je mets 0x et c'est 49. Ensuite, je vais mettre le code hexa de I. En hexa, c'est toujours 0x et c'est 45. Et comme il y a 3 i, ceci va se répéter 3 fois. Donc, virgule, hop, voilà. Donc là, on a I3E. Et à la fin, il ne faut pas oublier de lui mettre le code ASCII du caractère CR, retour chariot, qui est 0D. Donc, si vous avez un doute sur ça, vous allez ouvrir une table ASCII, vous regardez en hexadécimal à quoi correspondent ces codes, vous verrez que ça correspond à I, E, E, E et le code non imprimable CA. Le petit souci que l'on risque de rencontrer, c'est qu'ici, j'ai dit que c'était un tableau d'octets. Ici, par définition, ce sera des int. Donc, je vais lui demander à ce qu'il les caste en bytes pour que le format soit respecté. Donc là, je lui dis que ceci n'est codé que sur un octet au lieu d'être codé sur 4 octets. Voilà. Donc quand je ferai une écriture de ce char, il enverra ce tableau d'octets. Je vais juste maintenant, donc je vais juste déclarer. Donc comme c'est un tableau de 4 octets, c'est un flottant, déclarer un flottant qui sera la valeur reçue, la valeur lue par mon capteur qui va me répondre et je vais l'initialiser à la valeur nulle. On n'oublie pas que comme c'est un flottant, de rajouter f derrière. Je vais aussi vouloir utiliser des dates et des décimales format. Donc je vais utiliser un formateur décimal, un décimal, pour ne pas avoir 50 chiffres après la virgule, ce qui n'aurait aucun sens. Donc voilà, un décimal format. C'est donc une classe, j'instancie un objet de type décimal format, et là je lui donne le pattern de la structure, c'est-à-dire
tout ce qu'il y a avant la virgule et je limite à 2 chiffres après. Voilà. Autre point important, le capteur de température, il va avoir des événements. Donc vous allez pouvoir récupérer les événements qui sont liés à la classe liaison série où la réception se faisait de manière événementielle. Donc il faut que je redéfinisse ce qui se fait dans la méthode ici, qui était la méthode qui était appelée au cours d'un événement. Je vous la montre. Hop. Celle-ci. Donc je vais surécrire cette méthode dans capteur de température. Donc c'est la première chose que je vais peut-être faire ici. Donc je vais faire un arrow, je vais faire donc c'est un override de la méthode dont la signature était publique, qui ne renvoyait rien et qui s'appelait serial events. Je respecte la même signature de la méthode dont j'hérite. Donc c'était serial pour events. Vous voyez que ça hérite de JSSC. Et je vais l'appeler events, tout simplement. Donc vous voyez qu'ici, il a fait le lien et il s'est rendu compte qu'on surécrivait cette méthode parce qu'il y a la même signature dans la classe fille que la classe mère, donc il sait qu'on parle de cette méthode. Donc ici, cette méthode sera appelée à chaque fois qu'il y aura une arrivée d'un flux sur la liaison en série. Donc c'est en fait ici que tout se fait au niveau du job. Donc on va de suite le traiter. Qu'est-ce que l'on va faire? On va déjà essayer de récupérer le nombre d'octets qui arrivent. Pour cela, je vais déclarer une variable, un entier qui contiendra le nombre d'octets reçus. Je vais chercher dans l'événement la méthode getEventValue qui va me renvoyer un int qui est en fait le nombre d'octets qui sont arrivés sur le buffer série. Je vais déclarer donc un tableau. Ce tableau, ce sera la réponse que j'appelle température. Plus précisément la trame de la température. Je précise trame parce qu'elle n'est pas encore formatée ici. Il faudra nous la formater en fonction du protocole propriétaire du capteur que vous avez. Donc la première chose à faire, nous on va poser une question à I3E, donc on s'attend à 4 octets. Donc ce que je vais faire, je vais regarder s'il y a bien effectivement 4 octets qui arrivent. Donc je vais le faire avec un switch, vous pourriez le faire avec un if, moi je vais le faire avec un switch. Donc je vais switcher sur le nombre d'octets qui est ici, que j'ai retrouvé ici. Et si ce nombre d'octets, il est égal à 2, je vais vous l'écrire de la façon dont vous utilisez les switch case. Donc on va le faire comme ça. S'il est égal à 2, à ce moment-là, je dis ce que je fais. S'il est égal à 2, normalement, je ne devrais pas pouvoir le décoder parce que 2, c'est lorsque je pose une question géo. Et moi, je veux la question I3E. Donc, je traite que le cas 4. Les autres cas, je ne les traiterai pas. Donc, la trame de température. Donc, c'est là que je vais récupérer les valeurs brutes et les mettre dans ce tableau d'octets. Mais je fais tout simplement lire. Alors, pour préciser que ça vient de l'héritage, je vous précise super et je vais chercher par l'héritage de liaison série la méthode lire trame. Vous voyez qui est ici et qui demande ici un argument et qui est évidemment 4. Puisque si je suis ici, c'est qu'il y en avait 4. Et maintenant, il faut formater ce tableau d'octets
en flottant, et c'est là que je vais utiliser la méthode Big Endian qui est en statique, donc je ne suis pas obligé d'en fabriquer un objet. Je ne vais pas l'implémenter, je peux l'utiliser directement de la même manière que la classe in que vous avez utilisée en début d'année. Donc valeur lu est égale, je vais chercher Big Endian et je vais chercher la méthode dans laquelle on fournit un tableau et qui renvoie un flottant. Et vous voyez, c'est celle-là, from array, que je vais utiliser et il me suffit d'y passer ma trame qui est ici. Donc là, j'ai décodé ma trame brute, j'en ai fabriqué un flottant. Et on n'oublie pas. Là, c'est terminé. Donc ça c'est une méthode qui va être appelée à chaque fois qu'il y a un événement sur la liaison qui rentrant sur la liaison série. Et pour qu'il y ait un événement rentrant, il aura fallu que moi j'y pose cette question. Donc ça, c'est la première partie. Donc vous voyez qu'elle le met, on va de suite le traiter, elle le met à jour valeur lue qui avait été déclarée. Donc il serait pertinent que je fasse une méthode de type getter pour aller récupérer. Et cette méthode, il faut bien entendu un public, puisqu'il faut qu'elle soit visible à l'extérieur de la classe. Cette méthode va renvoyer un flottant. Et elle va, je vais l'appeler get valeur lue. Et elle va donc retourner la valeur lue qui aura été mise à jour ici. Tout simplement. Donc de l'extérieur de cette méthode, par exemple dans le contrôleur, il suffira de faire mon capteur de température point get valeur new. Maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Là, c'est bien gentil, on a eu un événement qu'on a décodé. Cette méthode nous permet de récupérer la valeur par le getter. Mais ce que l'on va faire, avant de faire ça, il faut d'abord lui poser la question. Lui poser la question du style lire envoie une trame qui me permet de demander une température capture. Donc, ça, il faut qu'elle soit aussi accessible. Donc, je la mets en public. Cette méthode va rien renvoyer. Et je l'appelle lire trame capteur en mode I3E. Donc comme je fais que ce mode, il n'y aura pas l'autre mode. Et là, il suffit donc d'envoyer sur la liaison série ce tableau d'octet. Et si tout se passe bien, au bout d'un certain temps, le temps de transfert de mon code vers le capteur, le temps de traitement et le temps de retour, on va déclencher cet événement et vous aurez valeur lue qui sera mise à jour et avec la méthode getValorNew, vous pourrez aller la lire. Donc là, c'est juste une écriture toute simple. Donc pour préciser que je vais le chercher dans l'héritage, j'ai écrit super. Là, c'est pas obligatoire, mais c'est plus structuré pour l'instant. Et vous allez chercher la méthode écrire, dont la signature est un tableau d'octet, et vous y envoyez ce tableau d'octet. Jusque-là, tout marche bien, sauf que vous n'avez pas encore dit dans le capteur vous n'avez pas encore utilisé les paramètres du protocole, ni dit sur quel port vous allez vous connecter. Donc pour ça, vous allez écrire une méthode qui va rien renvoyer, qui va s'appeler configure liaison série du capteur. Elle ne prend en argument que le port. Donc c'est un string de travail. Donc c'est le com. Je vais vous écrire ça, port de travail. Et elle ne renvoie bien entendu rien.
Donc cette méthode doit utiliser deux méthodes de la méthode de liaison série. La première, ça va être la méthode init.com dans laquelle vous allez donner le port de travail. Donc ici, là vous dites que c'est sur le COM10 dans notre cas. Bien entendu, il y a le try cache qu'on réglera tout à l'heure en remontant l'exception pour qu'elle soit traitée de la classe appelante. Et la deuxième chose, une fois que vous avez initialisé le COM, vous pouvez paramétrer ces valeurs dans configure paramètres. Donc le premier paramètre, c'est la vitesse. Le deuxième, ça va être les formats des bits. Le troisième, ça va être la parité. Et le quatrième, ça va être le nombre de bits et de stop. Alors si vous faites ça, vous allez vérifier, on va aller vérifier la signature. Et on s'aperçoit que c'est vitesse, données, parité, stop. Donc je reviens ici, je reviens sur mon application, liaison série, mon application, vitesse, données, parity, stop. Là, il y a, vous allez avoir une exception que vous allez renvoyer, vous la remontez ici, elle sera donc traitée. Voilà, là on vérifie vitesse, données, parité, stop, on est bon. Ça, c'est la méthode. Donc, je nettoie un petit peu pour qu'on soit clair. Voilà, on vitesse. Donc ici, qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, il nous manque pas grand-chose. Il nous manquerait peut-être un constructeur vide pour respecter ce que vous avez l'habitude de faire. Mais qui n'est pas obligatoire, on va quand même le mettre. Donc vous faites code, generate, constructeur, vous sélectionnez aucun des paramètres et vous faites OK. Voilà, et le constructeur. Maintenant, on va s'attaquer à l'instance de ça. Donc la classe capteur de température est terminée. On retourne donc maintenant dans le contrôleur pour essayer de mettre tout ça en lumière de façon graphique. Donc la première chose que vous devez faire ici, c'est bien entendu récupérer les variables de l'FXML. Donc je vous rappelle que vous allez ici dans l'FXML et vous allez ici récupérer les variables qui vous intéressent. Vous allez dessus et ici vous faites injecter dans le contrôleur. Donc on a besoin du graphique, on a besoin de l'abscisse et on a besoin de l'origine. Le voici. Donc on va s'en servir directement. On va donc maintenant déclarer des choses. Alors on a vu qu'ici on avait un graphique, le line chart qu'on avait appelé line chart. Donc ici on va lui préciser à ce graphique de quel type sont les données en abscisse et en origine. Donc on va le typer. Donc comme vous aviez fait avec les array lists, donc on va dire qu'en abscisse ce sont des strings. C'est des catégories char. Et ensuite, en ordonnée, on a dit que c'était des numbers. Donc là, on type le line chart. Ensuite, ça, c'est la partie graphique. À ce line chart, il faudra une partie donnée. Il faudra lui fabriquer des données pour que le graphique puisse les afficher. Donc ici, je vais déclarer un objet de type X. Donc je vais le chercher dans la librairie, dans la XY series.
chart, et dans cette, je vais chercher la classe series. Vous voyez qu'elle est elle aussi typée. Pour l'instant, je ne vais pas la typer, j'aurais pu la typer. Là, je la typerai directement lorsque je l'utiliserai. Donc ça, c'est la partie valeur. Ça, c'est la partie représentation des valeurs. Donc il va bien entendu falloir coupler ces deux parties ensemble. Donc comme on a vu que c'était un tableau, c'était un graphe en temps réel, on va limiter le nombre de points pour que l'écriture des abscisses, c'est-à-dire les dates, soit utilisable. Donc arbitrairement, je définis un nombre maximum de points affichés qui sera de 20. Je sais ensuite que je vais travailler avec la liaison série sur le com 10, donc je vais aussi déclarer une constante de type string qui s'appellera le port et qui est égal à com 10. Voilà, dans un premier temps, ce que l'on peut dire. On va aller un peu plus loin. On sait qu'on va utiliser une date. Le decimal format, on ne l'utilise pas puisque c'est carrément la classe capteur de température qui m'envoie le nombre bien formaté. Par contre, la date, moi, je vais la lire chaque fois. Je vais faire un new date chaque fois avec Java en local. Donc, il va me donner une date qui n'est pas formatée. Je voudrais la formater à l'européenne. Donc, comme il existe des decimal formats, il existe aussi des simples dates format, des formateurs de date. Donc, simple date format. Et là, je vais définir, je vais l'instancier en y donnant, comme on fait pour les décimales formats, les dates que je veux utiliser. Donc, le pattern, je veux les heures. Je veux, alors, H majuscule et H minuscule, c'est soit 0,12 ou 0,24. Là, je crois que je suis sur du 0,24. Ensuite, je veux les minutes et ensuite, je veux des secondes. Et je veux pas autre chose. Je veux pas les millisecondes, je veux pas la date, je veux rien. Je veux juste les heures. Voilà pour les éléments de départ. Ensuite, l'initialise, c'est donc, rappelez-vous que la méthode initialise ne se produit qu'une fois au lancement de la classe. Qu'est-ce que je vais donc ici aller donner un nom, vous voyez, aux axes que j'ai utilisés, parce qu'il n'y a rien qui est marqué. Quand vous faites des graphiques, on aime bien savoir le nom de l'abscisse et le nom de l'origine. Donc pour ce faire, vous faites un y-axis, vous allez chercher la méthode setLabel, et là vous y donnez un string qui va être par exemple la température. Donc en origine, on a effectivement la température, et comme vous êtes rigoureux, vous n'oubliez pas de préciser l'unité. Vous faites la même chose pour les abscisses. Voilà. Donc ça, on vient de donner un nom aux abscisses et aux origines. On aime aussi donner un nom à ce qui est représenté. Donc par exemple, je ne sais pas, vous avez des capteurs de température dans différentes pièces. On peut dire que c'est pièce 1, pièce 2, pièce 3, etc. Donc ça, dans la série, on va aller lui chercher le set name. Et là, on va juste lui donner un nom, par exemple, capteur labo info. Puisqu'on est sur la série, on va donc maintenant cette série l'instancier. Donc on va, parce que vous voyez qu'ici on l'a dit de quel type elle était, mais on n'a pas encore construit un objet à partir de cette classe série. Donc on va le faire ici. Donc c'est série
est égal à new xy series. Et là, vous allez donc instancier l'objet. Donc série qu'on va chercher dans XYChart, on va chercher la classe série. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, ça c'est que de la cosmétique, hein, on va lier, la série, les données à la représentation dans l'FXML. Donc on va lier la série au line chart. Donc c'est ce que je fais ici, line chart. Donc vous allez faire line chart get data, c'est-à-dire vous allez chercher le nœud donné dans l'objet line chart et à ce nœud donné, vous allez lui lier la série. Donc il y a des animations qui sont possibles lorsqu'il y a un point qui arrive, il y a des translations. C'est pas très joli lorsqu'on travaille avec des graphiques temporels. Vous pourrez tester en le laissant, mais je vais de suite moi dans le line chart aller annuler l'animation. Donc c'est le set animate et je le mets bien entendu si je veux l'annuler à false. Chaque fois qu'il y a un point qui sera représenté aussi sur la série, il peut mettre une petite croix, un petit triangle, un petit rond. Donc ça va grossir, ça va pas être trop beau, ça va être plein de petits signes qui vont être superposés au graphique. Donc je vais aussi inhiber les constructions des points sur le repère. Donc c'est le line chart, le set create symbol que je mets à false. Et je veux pouvoir lui laisser le curseur, donc un petit curseur qui se promène. Donc c'est le line chart dans ce cas-là, c'est le set curseur. Et là, lui, comme je le veux, je le mets à true, mais en plus de le mettre à true, il faut lui donner quel type de curseur on veut. Donc il existe, donc vous allez chercher dans les curseurs, vous voyez, vous avez par défaut, vous avez le curseur en croix, vous avez le curseur qui sera une main, etc., etc. Vous avez toute une série ici de formes de curseurs. Je vous les laisse essayer à votre guise. Moi, j'utilise le premier qui se joue. Donc c'est une croix. Voilà. Donc ici, on nomme, on instancie l'objet, chose que j'aurais pu faire ici directement. Hein. Cette partie de code aurait pu être mise ici. Ok, donc ici, il n'y aurait pas eu besoin de la remettre. D'accord? Donc je l'ai éclaté en deux, c'est vraiment pas un souci, j'espère. Donc partie cosmétique et partie configuration du graphique sans animation. Donc ici, pardon, c'est la partie où on lit le graphique aux données. Je lis le graphique aux données. Et là, c'est la partie où sur le graphique, je fais de la cosmétique. Une fois qu'on a fait ça, ce que l'on aimerait maintenant, c'est que chaque 5 secondes, par exemple, on aille faire une mesure et que cette mesure vienne rentrer s'ajouter à la série. Si on ne dépasse pas les 20, si on dépasse les 20, on enlève le premier et on le rajoute, et il vient mettre à jour le line chart. Donc le line chart derrière, c'est fabriqué sur ce qu'on appelle les observable lists, c'est-à-dire que lorsque la série va être modifiée, sans que vous lui disiez, automatiquement, le rendu graphique du line chart va se mettre à jour. Ils sont bindés, ils sont liés derrière. Donc là, j'aimerais faire une méthode qui va s'appeler par exemple base de temps. Je vais l'écrire comme base de temps. Et cette méthode,
bien entendu, qui ne connaît pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais chaque 5 secondes, elle va, par l'intermédiaire de l'objet que j'aurai fait à partir de capteur de température, écrire le tableau d'octet qui demande une valeur et qui va mettre à jour donc la valeur lue. Et je pourrai utiliser cette valeur lue pour l'ajouter à ma série et en espérant que mon graphique se mette à jour. Donc là, je vais bien entendu lui dire de créer la méthode puisqu'elle n'existe pas. Donc c'est là qu'on voit un concept de nouveau, un peu nouveau, qui s'appelle ce qu'on appelle les time tasks. Donc il existe en Java un outil qui permet de faire, pas du thread, et qui permet de faire du parallélisme de tâches à des périodes cadencées. Donc ici, je vais déclarer un timer. Vous voyez qu'il y a aussi le timer task. Donc le timer task, c'est une tâche qui se fait lorsqu'on aura un timer. Donc je vais décrire la tâche et que je vais lui donner. Donc je vais utiliser les deux. Ils sont liés. Donc je vais donc déclarer un timer que j'appelle tout simplement timer. Et c'est un new timer. Je peux revenir dans ma classe, dans ma méthode, pardon. Donc cette méthode va faire en fait, le but de cette méthode, c'est de faire ça. Et donc de là à là, j'aurai par exemple 5 secondes. Et à chaque front montant, elle doit demander une mesure. Et que ça se répète en permanence. Donc comment on va gérer cette histoire? Donc, je vais déclarer une tâche temporelle, un timer task, hop, de type, je vais l'appeler timer task. Vous savez que j'aime bien les lambda, donc je vais décrire ce que doit faire cette tâche. Donc par un lambda, donc elle ne renvoie rien, donc ici la valeur de retour, je laisse des parenthèses vides, et là je lui dis ce que je dois faire. Donc là je décris une tâche temporelle, là-dedans. Bien entendu, cette tâche temporelle, il va bien falloir, pardon, je finis, une fois que j'aurai fini cette tâche temporelle, qui est vide, donc il n'apprécie pas trop l'histoire, il va falloir que je lui dise ensuite sur quel timer elle est basée. Donc quand j'aurai rempli ici, quand j'aurai rempli ceci, il va falloir qu'ici, à cette tâche temporelle, je la donne au timer. Donc ici, je vais utiliser le timer que j'ai déclaré ici. Et ce timer, je vais lui dire que je donne un schedule at time right fix. Donc c'est pour avoir des périodes. Le premier argument, je dois lui donner la tâche. Donc c'est mon time task. Donc il va faire ce qui sera décrit là-dedans. Le décalage au départ, donc qu'il n'y ait aucun décalage au départ, vous voyez, le délai, et la période à laquelle, en millisecondes, il doit se répéter. Voilà. Donc là, tout est fait si on a bien déclaré et si on a bien défini ce qui se passe ici. Donc un timer shuttle fix date a besoin d'un timer task. On ne peut pas lui mettre une autre tâche. Il faut que ce soit un timer task. C'est comme ça. Donc je le définis ici. Donc mon timer task, qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur? Donc la première chose, c'est que je vais utiliser un flottant car je vais récupérer une valeur. Donc je vais dire que la valeur de température. Donc je l'initialise à 0. Une fois que j'aurai fait ceci, je vais utiliser, il me faudrait avoir fait une instance de capteur de température. Donc il me faut faire un objet à partir de capteur de température. Donc je vais le faire ici. Capteur de température, je vais l'appeler capteur de température est égal à new capteur de température. C'est un constructeur vide, donc il n'a besoin d'aucun argument. Donc ici, mon capteur de température, c'est là que je vais lui dire, pose la question, lire le capteur I3E, ici. Donc évidemment, ici, vous allez avoir, on verra ça, lire capteur I3E dans mon capteur de température. Qu'est-ce qui va se passer?
il va falloir que je lui, il va falloir que je lui, là je demande une lecture. Donc il va falloir que l'information parte, soit traitée et revienne. Donc ici je vais lui laisser un certain temps pour faire ceci. Excusez-moi. Donc je vais faire un thread sleep et je vais lui donner 5 millisecondes pour qu'il ait le temps. Voilà. Ensuite, une fois qu'on est ici, bon, je vais mettre lui, bien entendu, ça va déclencher un try cache. Donc, porte Java, oui. Donc, on réglera tout ça après. On verra où est l'erreur. Une fois qu'on est ici, je vais maintenant, on devrait pouvoir faire tourner ceci. Donc, regardons ce qui se passe. CTRL Z. Donc, après avoir été voir dans la documentation, ici, on n'a pas une interface fonctionnelle, donc on ne peut pas faire de lambda. Donc, puisqu'on ne peut pas faire de lambda, c'est pas très grave, on va faire un new timer task que je vais overrider. Vous voyez qu'il s'est overridé. Donc là, je ferme celui-là, je mets celui-là, ça s'en va, et tout ce que j'ai écrit, c'est ici. Voilà. J'aurais aimé faire l'interface un lambda, mais c'est pas possible avec le timer task. Donc voilà. Donc ici, on a le thread avec le try cache. Donc je vous rappelle, je fais un timer task. C'est une interface, donc j'aurais écrit la méthode run, c'est la méthode qui se lance lorsque j'appelle le timer task. Valeur 0, je lui demande d'aller lire dans le capteur de température. Il va aller y lire et théoriquement, au bout d'un certain temps, il devrait avoir la réponse. Le bout du certain temps, il est là. Et ici, je dois gérer la réponse. Donc pour gérer la réponse, c'est là que commenceront les problèmes. Alors, c'est pas trop un problème, je vous l'avais expliqué. Donc ici, on était sur un thread graphique. Ici, on lance un thread du time task. Donc, il faut qu'il puisse, ce thread, accéder à l'autre thread. Donc, il fallait passer par une méthode qui s'appelait plateforme run later. Donc, à quoi ça permet? Ça permet de faire communiquer le thread graphique qui est le thread mère avec ce thread ici qui est le thread temporaire. Donc, quand il aura libéré le thread graphique qui sera libre, ce thread pourra mettre à jour les éléments par ce chef d'orchestre qui est le plateforme run later. Donc, plateforme run later, lui par contre, c'est une interface fonctionnelle. Donc, lui, je peux faire un lambda dessus. Et là-dedans, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire que dans la série que j'ai définie, il va aller chercher les éléments où il y a les valeurs, donc get data, et il va aller en ajouter une nouvelle. Pour ajouter une nouvelle, qu'est-ce qu'il ajoute dans la série? C'est des XY de char.data. Donc je refais, je fais un objet, un new XY char.data, et là je lui donne le type. Donc le type, on avait dit que c'était une date. Donc une date, je vais faire new date. Donc je tire la date en cours. Voilà. Sauf que là, j'ai fait un formateur de date, je vais l'utiliser, hein, parce que là, c'est une date, c'est pas un string. Donc vous voyez qu'il n'est pas content. Par contre, si j'y applique le simple date, comme je l'ai appelé, simple date format, donc je fais CTRL-C, simple date format, et que je lui donne cette date. Oh pardon, je ne l'ai pas écrit au bon endroit. Ce n'est pas écrit au bon endroit. Hop. Parenthèse, et je lui donne les types. Alors là, ça commence à faire beaucoup. Donc celui-là,
le simple date format, on est bon. Et le deuxième, ça sera ce qui reviendra du capteur de température et c'est le get value. Ah, on ne connaît pas simple date format. Tiens donc. Oui, évidemment. Il faut appliquer la méthode format. Voilà. Donc ici, on est bon. Et il y a encore une erreur. Qu'est-ce que c'est cette erreur? Il doit me manquer une parenthèse. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le Stripe graphique est libre, j'ajoute à la série l'élément qui va bien. Donc ça c'est bien, mais j'ai pas encore limité le nombre de points à 20. Donc une fois que tout ceci aura été mis à jour, je peux lui dire attention, si dans ma série, je vais donc chercher la partie où il y a les datas. Je vais donc chercher la taille de ça. Si la taille de ma série est supérieure au nombre de points que j'ai décidé à haut qui était 20, je dois faire quoi? Eh bien, je dois virer le premier point pour que le dernier prenne sa place et que tout se décalage. En fait, c'est une array list derrière que je translate. Donc, dans ma série, je vais chercher toujours l'élément où il y a les points et je fais un remove du premier. Comme ça, le 21e prendra la place du 20e et tout sera décalé. Et là, je limite bien à 20 points. Donc, je vous propose qu'on essaye déjà ça. Donc ici, il faut que je vous mette en route par contre le capteur. Ok, donc c'est normal. Vous voyez, là j'ai juste défini ce qui se passait à la base de temps, mais pour l'instant, je n'y ai nulle part dit qu'il fallait qu'il ouvre le capteur. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc ça se passe juste ici. Donc avant de lancer la base de temps, on va donc le capteur de température appeler la méthode qui s'appelle configurer liaison série et je lui mets ici le port de travail, le com, je ne sais plus comment je l'ai appelé le port de travail. Voilà. Bien entendu, il y a une exception. Je fais donc un try catch sur ce, comme on accède à la liaison série et que dans le capteur, j'avais remonté toutes les exceptions. Donc là, on y va. Donc là, je récupère le point et à chaque point, j'ai la nouvelle valeur qui s'affiche. Je ne sais pas si vous allez voir avec le capteur ce qui se passe. Donc voilà. Et là, quand il y aura eu les 20 points, grâce à mon if qui est ici, je vais limiter tout le temps le nombre à 20. Donc on va laisser s'écouler jusqu'à ce qu'il y ait une vingtaine de points et je verrai le résultat. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce premier élément de correction. Donc vous, je vous laisse faire la suite qui pourrait ressembler à ici, vous mettez un label et vous mettez à jour ce label au même endroit que ce que vous avez mis à jour les points pour que vous puissiez le voir lorsqu'il y a une nouvelle arrivée d'éléments.
Donc ça se ferait évidemment ici. Votre label ici, si vous avez un label, par exemple, vous l'aurez appelé label valeur. Moi, je ne l'ai pas mis dans les XML, donc je le laisse. Vous feriez un set texte dessus. Vous pourriez écrire valeur de la température et vous pourriez concaténer ceci avec ce que vous recevez du capteur. Point. C'est capteur température, l'objet qu'on a utilisé, c'est-à-dire c'est ici, je vais faire un copier-coller de ça, tout simplement. Et vous le concaténez, donc on concatène C1+. Vous pourriez être rigoureux et préciser qu'on est en degrés Celsius. Donc voilà, si vous avez mis un label qui s'appelle label value quelque part, en même temps que vous recevez, non content de faire évoluer votre graphe, vous auriez la valeur de température qui apparaîtrait. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous voyez, 21. Et donc maintenant, de 0 à 20, chaque fois, on vire le premier. Regardez, là, c'était 36. Hop, il est parti. On a tout décalé vers la gauche. Il n'y en a que 20 points. Voilà.